Galilée a entre les mains une invention qui lui vient de Hollande. Une lunette qui grossit 2 ou 3 fois les choses, avec toutefois l'inconvénient de les déformer. Galilée, qui a compris tout le bénéfice à tirer de cette lunette, va essayer d'en fabriquer une. Il espère tirer un bon bénéfice de cette invention. Si la lunette pouvait lui rapporter suffisamment et lui éviter les leçons particulières, il pourrait enfin se consacrer à l'écriture. Il se rend vite compte qu'il n'y a rien de bon à espérer d'une lunette faite avec des vers de Lorgnon. Venise est après tout la capitale européenne de la verrerie. Ces lentilles, Galilée va les faire fondre et les usiner dans son atelier. Doucement, tu le fais là, doucement, tu le polis, tu le frottes, tu le frottes. Sa première lunette offre un grossissement de 6 sans déformation. À titre de comparaison, nos jumelles actuelles grossissent 7 fois. Début août 1609, il réalise une lunette qui grossit 9 fois. Le 21 août, il convie en haut du campanile de Venise les membres du gouvernement. Le jour dit, les vénérables sénateurs commencent l'ascension qui mène au sommet du campanile à près de 70 mètres de haut. La progression est rude, la grogne se fait entendre chez certains, mais une fois en haut, les sénateurs ne vont pas tarder à être récompensés de leurs efforts. Au début, Galilée prend un malin plaisir à retarder l'effet de surprise, les force à admirer le paysage, quel toupet. Leur dévoile un curieux instrument qu'il faut apprendre à domestiquer. Quand enfin la séance commence, la vision que procure l'invention de Galilée opère sur les sénateurs une véritable magie. L'île de Murano semble toute proche. Les clochers de Venise sont à portée de main. Les sénateurs ont l'impression d'être sur des bateaux amarrés dans le port. Jamais ils n'ont vu quelque chose de semblable. La démonstration est un immense succès. Galilée, en homme avisé, va offrir son instrument à la République de Venise. Impressionné par les applications militaires possibles, le Sénat va lui faire un triomphe, voter à l'unanimité la confirmation de son poste de professeur à vie et doubler son salaire. À l'automne 1609, Galilée a l'idée de regarder le ciel, c'est évident, mais d'abord il regarde l'objet le plus lumineux du ciel, c'est-à-dire la Lune. Une belle pleine Lune, c'est beau à voir, ou même des quartiers, c'est encore plus spectaculaire. Là, il s'aperçoit qu'il y a des petits points blancs qui apparaissent dans les zones sombres. Donc il s'inquiète, il dit tiens, de quoi il peut s'agir. Et puis également, il voit des formes circulaires. Alors ça le met sur l'idée que ça peut être du relief. Mais ça ne va pas, parce que Aristote a dit que le monde céleste est un monde parfait, qui est lisse, c'est des sphères cristallines, et il n'est pas possible que la Lune puisse avoir du relief. Donc Galilée qui est en train d'observer pour la première fois, et ça, il sent bien que c'est de l'observation réelle, c'est pas de la lubie, c'est pas de la croyance, c'est pas des lectures. Il s'aperçoit qu'il y a du relief. Et ça, pour lui, c'est un des points qui vont aller dans le même sens que, sans doute, non pas Copernic a raison, mais sans doute Aristote a tort. Galilée l'écrira par la suite. Près de la limite entre l'ombre et la lumière, il y a des petites taches noires dans la lumière et des taches claires dans l'ombre. Au fur et à mesure que la limite se déplace, les taches noires diminuent et les taches lumineuses augmentent. C'est exactement comme sur la Terre quand le soleil monte dans le ciel. La partie éclairée des montagnes augmente tandis que les taches sombres des vallées diminuent. Cela veut bien dire qu'il y a des montagnes sur la Lune.
À partir de la longueur des ombres, Galilée parvient à calculer l'altitude des montagnes. Il trouve pour certaines une hauteur de 7000 mètres, bien plus que nos montagnes terrestres connues à l'époque. La Lune offre un relief très accidenté. Montagnes, vallées, cratères, Galilée n'hésite pas à décrire la Lune avec des mots utilisés sur la Terre. Pour lui, la Terre et la Lune sont de même nature. Il se trouve que au début de janvier 1610, une date capitale pour l'histoire de la